Audacieuse, le premier podcast société de Podcasters Media, recueille les confidences de femmes de tous âges, toute culture, tout milieu, qui, un jour, ont osé. Osé faire sa mue, osé sortir de sa zone de confort, osé faire bouger les lignes pour soi et les autres, entreprendre ici ou ailleurs, créer, transmettre. Ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'ai été enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfants Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français, avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je suis présidente et cofondatrice de Podcasters Media. J'anime le podcast Les Audacieuses et je suis très fière de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Emna Évrard, vous êtes une jeune entrepreneuse, vous avez cofondé Casidomi en 2016 alors que vous étiez encore étudiante. Je précise que vous vivez à Bruxelles. Alors, Casidomi, c'est quoi ? On peut déjà dire qu'il s'agit d'une plateforme de e-commerce qui a pour mission de rendre les aliments sains et naturels plus accessibles. La petite histoire raconte que vous avez hésité entre devenir nutritionniste ou chef d'entreprise. Vrai ou faux, on va le savoir. L'autre petite histoire raconte que vous étiez déjà experte du décryptage des étiquettes lorsque vous étiez enfant. Alors, est-ce que c'est vrai ça, Emna ? Alors oui, c'est tout à fait vrai. Donc je suis née dans une famille où mes deux parents sont médecins spécialisés dans tout ce qui est nutrition, sport, santé, etc. Et donc dès le plus jeune âge, j'ai été éduquée à regarder en fait chaque composition, chaque étiquette. On m'a appris ce qui était bon pour la santé, ce qui n'était pas, quels étaient les conservateurs à éliminer, etc. Donc oui, c'était vrai. Racontez-nous précisément comment ça se passait, qu'on comprenne si c'était vraiment quelque chose d'omniprésent dans votre quotidien, voire obsessionnel. Alors, je dirais pas que c'était quelque chose d'obsessionnel parce que ça a un peu une connotation négative et je pense que c'était plutôt quelque chose de positif dans mon éducation. Mais donc oui, ça s'est voulu par non seulement beaucoup de formation, donc mes parents en particulier, mon père a pris énormément de temps à m'expliquer ce qui était bon, comment, par exemple, quel était l'impact des protéines sur le corps humain, l'impact des glucides, des lipides, etc. Mais il a pris du temps à m'expliquer pourquoi consommer du sucre raffiné, eh bien, c'était nocif, pourquoi consommer certains aliments, eh bien, c'était aussi moins favorable. Donc, il a vraiment pris ce temps, en fait, d'aller m'expliquer les choses plutôt que de juste me dire, Emna, ça, il faut pas que tu manges ou ça, il faut que tu en manges vraiment en grande quantité, etc. Donc, il m'a vraiment expliqué l'impact que ça avait sur le corps humain, ce qui m'a vraiment beaucoup intéressée. Et alors, ça s'est traduit par pas mal de choses. Il a notamment fait pas mal de petits jeux avec, on est 3 filles dans la famille, il a fait pas mal de petits jeux avec ses filles, justement, pour nous apprendre à bien faire les choses. Donc, typiquement, on allait avec lui faire les courses au supermarché, on avait le droit de mettre dans le chariot uniquement des produits avec des compositions saines. Et forcément, au préalable, il nous avait bien briefé sur ce qui était sain, ce qui n'était pas. Donc, c'était presque un jeu pour nous d'aller au supermarché avec lui. Et on gagnait des points si on ne se trompait pas. Et au contraire, on en perdait si on se trompait. Ça s'est traduit par la suite aussi par... typiquement, il nous remboursait nos tickets au restaurant ou nos tickets de course, etc. uniquement si les produits étaient sains sur les tickets. Donc, il a vraiment, en fait... construit beaucoup de choses autour de ça et ça a plutôt été vu comme justement quelque chose de sympa, qui avait du sens parce qu'il a pris le temps de nous expliquer et ça n'a pas du tout été vu comme de la dictature. Est-ce qu'il y avait d'autres sensibilisations, par exemple tournées vers la nature ? Est-ce que ça faisait partie un petit peu des registres familiaux également ou pas du tout ? Alors ça l'était moins. À l'époque, on parlait moins de cet aspect justement écologique, etc. Donc, c'était un petit peu la santé avant tout. Aujourd'hui, forcément, c'est quelque chose de très important. On parle beaucoup plus de packaging écologique, d'absence de packaging, etc. Là où à l'époque, c'était encore, il n'y avait pas trop de soucis à avoir un packaging en plastique, par exemple, autour de certains produits, etc. Donc c'était moins tourné vers ça et c'est presque plutôt moi qui ai fait l'éducation de mes parents quelques années plus tard avec Casidomi en leur expliquant qu'il y avait aussi moyen de consommer sainement tout en respectant l'environnement. La cuisine, c'était quelque chose d'important chez vous ? Vous réalisiez des recettes de cuisine ensemble, par exemple ? Alors oui, on faisait pas mal de recettes, mais c'était toujours au plus simple et au moins transformé au mieux. Donc c'était des recettes assez simples, on cuisait beaucoup de produits à la vapeur, on faisait attention aux condiments qu'on utilisait, pas beaucoup de sel. Alors, sur la question de la petite histoire qui dit que vous avez hésité entre devenir
spécialiste peut-être nutritionniste comme vos parents des aliments ou entrepreneur. Vous avez finalement choisi le métier d'entrepreneur. On va en parler évidemment assez longuement. Comment l'idée vous est-elle venue? Alors en effet, quand j'ai eu 18 ans, je devais faire mon choix au niveau de ma carrière universitaire et j'hésitais beaucoup entre l'aspect nutrition justement ou lancer ma boîte. Et en fait, l'aspect nutrition venait clairement de mon père. Et lancer ma boîte, j'ai la chance d'avoir quelques entrepreneurs dans ma famille. La plupart des membres de ma famille sont d'ailleurs indépendants, etc. Donc c'était quelque chose d'assez encouragé. J'avais quelques rôles modèles et je regardais tout ça plutôt avec des étoiles dans les yeux. Ce qui a fait pencher mon choix vers le second, c'est parce que à 18 ans, comme beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes, on a envie de se rebeller un petit peu, de faire différemment que les parents. Et donc, c'est ça qui a porté en fait mon choix. Je me suis dit, j'ai pas envie de faire de la médecine comme mes parents. J'ai envie justement de faire autre chose, tout en conservant l'aspect que j'adore et qui me passionne, qui est la nutrition et qui a germé en fait par la suite dans mon esprit au sein d'un projet. Et donc, j'ai démarré mes études dans une école de commerce, vraiment en me disant qu'à terme, j'aimerais bien lancer un projet basé sur la nutrition. Qu'est-ce qui vous attirait dans l'entrepreneuriat? Alors, c'était beaucoup la créativité, l'innovation, etc. Et la liberté, en fait, de pouvoir se challenger, apprendre beaucoup, pouvoir développer les choses depuis le départ. J'étais aussi très attirée par le fait d'avoir moi-même ma propre équipe. J'aimais bien jouer un petit peu la chef quand j'étais plus jeune et donc ça me plaisait aussi de me dire qu'à terme, eh bien, je pouvais vraiment avoir plein de responsabilités, développer des choses moi-même et avoir une petite équipe à gérer. Alors, vous dites haut et fort que vous aimiez bien jouer la chef. Vous savez que c'est pas forcément, quand c'est dit de façon comme ça, un petit peu directe, pas forcément bien vécu. Le terme RSE, pour vous, ça vous parle? C'est quelque chose d'important dans votre vie? Oui, et d'ailleurs, Casilomi a reçu la labellisation B Corp. Je ne sais pas si vous connaissez, mais donc c'est un label qui clairement en fait récompense les entreprises qui ont des politiques RSE qui sont bien mises en place, qui sont fortes, etc. Donc en effet, quand je disais chef, pas dans le sens dictateur bien évidemment, mais c'était plus dans le sens coordination, donner du support à une équipe et pouvoir donner de la vision et inspirer une vraie mission en fait au projet. Donc ça avait plutôt une connotation positive que voilà le tout puissant qui décide de tout. Donc oui, c'est pour revenir à la question par rapport à la politique RSE. Il y a plein de choses qui sont mises en place pour justement avoir une chouette politique, tant auprès des employés que de manière générale dans ce qu'on veut communiquer en fait comme valeur dans la boîte à l'intérieur et à l'extérieur. Donc oui, c'est très important. Est-ce que je peux vous demander votre âge, Emna, parce que tout le monde ne vous connaît pas, qu'on campe bien le personnage. Quel âge avez-vous? J'ai 27 ans. Aujourd'hui, vous avez 27 ans. Votre entreprise que vous avez cofondée il y a quelques années, donc combien d'années? Vous aviez quel âge à l'époque et que faisiez-vous? J'avais 23 ans et à l'époque, j'étais encore étudiante en fait. Donc je m'ennuyais un petit peu pendant ma dernière année d'études parce qu'il y avait moins de cours, il y avait moins de compétitions, etc. Et donc je devais écrire une thèse de fin d'année et j'avais pas envie d'écrire une thèse qui portait sur un sujet qui ne m'intéressait pas, etc. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire un business plan en fait et commencer vraiment à travailler sur ce projet. Chose que j'ai faite, ça a été accepté. Et donc, j'ai commencé à travailler durement sur le projet. Et puis, je me suis mis le challenge d'avoir un e-commerce, en fait, live qui fonctionnait à la fin de mes études. Et donc, la première version du site web a été lancée quand j'étais encore étudiante. Est-ce que vous vivez comme une audacieuse? Alors oui, plutôt. Je pense que c'est quelque chose il faut avoir de l'audace, il faut prendre des risques, il y a des responsabilités à avoir et je dirais même que sans audace, un entrepreneur, ça va être compliqué pour lui. Ne fût-ce que le simple fait de lancer sa boîte, c'est un risque. Il faut pas avoir peur, il faut avoir confiance en soi
et il faut y aller et pas faire les choses à moitié. Alors, j'ai vu que sur un certain réseau professionnel, LinkedIn, vous donniez même des indications pour toutes les personnes qui souhaitent développer leur idée ou un jour devenir start-upper et vous leur proposez 5 livres. Ça veut dire que vous vous positionnez aussi aujourd'hui un petit peu comme une spécialiste du développement des startups? Pas comme une spécialiste, mais j'ai moi-même eu la chance de bénéficier de beaucoup d'aide, en fait, de la part d'autres entrepreneurs, de beaucoup de conseils, etc. Et j'ai vu aussi pas mal de bouquins sur l'entrepreneuriat. Et je suis toujours ravie d'aller aider les gens. Moi, il y a des choses sur lesquelles, si j'avais eu quelqu'un qui m'avait dit comment faire, quoi lire, etc., j'aurais gagné pas mal de temps. Aujourd'hui, je me fais énormément contacter par d'autres entrepreneurs qui veulent se lancer, qui veulent des conseils, etc. Donc, j'ai été aidée. J'estime que c'est à moi de faire pareil maintenant avec d'autres personnes si je peux aider. D'accord, vous réalisez que vous inscrivez dans un rôle de transmission finalement tel que celui que vos parents ont opéré avec vous. J'ai envie d'inspirer aussi, j'ai envie de pousser les femmes à entreprendre. Ça reste une problématique qui est commune en Europe. Il y a peu de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai envie, en plus de pousser les gens à entreprendre, de donner confiance aux femmes, de leur montrer que c'est possible et qu'elles ont tout autant de chances et de possibilités que les hommes. Et ça vous semble important, alors évidemment je vous provoque un petit peu, mais qu'il y ait plus de femmes dans l'entrepreneuriat? Le monde de l'entrepreneuriat a beaucoup à gagner parce que les femmes sont souvent très créatives. J'en connais des tas qui ont des très chouettes idées de projet, mais qui ont parfois des idées préconçues, qui pensent que c'est pas un milieu pour elles, qui se disent que c'est difficilement compatible avec, par exemple, la vie de mère de famille. Donc voilà, il faut les aider, il faut les encourager et leur montrer qu'il y a des possibilités là-dedans. On va se parler un petit peu de Casidomi maintenant. Racontez-nous comment l'histoire a commencé vraiment et concrètement. En fait, pendant mes études, je me suis retrouvée à emménager. J'ai emménagé en fait avec des amis dans un appartement comme pas mal de jeunes le font quand ils démarrent leurs études. Et j'ai dû moi-même faire mes courses et vivre en fait en colocation avec d'autres personnes. Et j'ai eu deux constats à cette époque-là. Le premier, c'était que faire ses courses de produits sains, en fait, ça avait un certain prix. Quand on est étudiant, eh bien, c'est pas toujours facile. On n'a pas des gros budgets, etc. Et faire ses courses dans les magasins spécialisés, dans les boutiques bio, etc. C'est clairement plus cher que de les faire dans les gros supermarchés. Donc ça, c'était mon premier constat. Et le deuxième constat, c'était que beaucoup de personnes dans mon entourage ne savaient pas ce qui était sain ou ce qui n'était pas. Et donc c'est un peu sur base de ces deux constats que je me suis dit, en fait, il y a peut-être un concept à lancer pour justement non seulement démocratiser d'une part l'accès aux produits sains en les rendant plus abordables au niveau du prix, mais en plus de ça, en facilitant l'accès et en les sélectionnant au préalable. En développant l'offre de produits, on a pris la décision de ne proposer que des produits sains qui sont sélectionnés au préalable par des experts de la santé. Et puis, on a voulu démocratiser ça, non en simplement baissant les prix, mais on a mis en place une carte de fidélité qui a un certain prix, donc qui coûte 80 € par an sur le site et qui donne accès en fait à des réductions qui vont jusqu'à 50% sur l'ensemble des produits. Le gros avantage de cette adhésion, c'est, il y en a deux en fait. La première, c'est qu'elle permet à nos membres de faire de très belles économies et dès que les membres sont des consommateurs réguliers de produits sains et naturels, les économies peuvent vraiment être assez conséquentes. Et le deuxième avantage, il est plus pour Casidomi, c'est on a une très belle rétention et la fidélité des clients est importante parce que une fois qu'ils sont membres chez nous, eh bien ils ont un intérêt en fait à revenir chez Casidomi et à ne pas aller ailleurs parce qu'ils bénéficient justement des réductions sur les produits et qu'ils ont fait un investissement chez nous. Et donc nous, cette loyauté qu'on a réussi à construire nous permet non seulement d'aller négocier des prix intéressants avec nos fournisseurs et en fait, au plus on grandit, au plus on arrive à proposer des prix intéressants pour les membres. Donc, il y a une question de taille de la communauté. Et donc, voilà. Oui. Le tout début, c'était combien de références Casidomi et physiquement, vous étiez installé où et comment? Alors, Casidomi, au tout début, c'était 350 références. Oui. Donc, vraiment pas grand-chose. Si on compare à aujourd'hui, on en a 3500. Et si on compare ça à des grosses chaînes de supermarchés comme Carrefour, on va en retrouver plutôt entre 20 et 50 000. Donc 350 références, c'était vraiment pas grand-chose. Mais j'ai lancé le site avec les petits moyens d'étudiante que j'avais à l'époque. Et donc acheter un stock, en fait, ça avait un certain prix. Il fallait forcément que j'achète les produits.
parce que contrairement au marketplace, il fallait que le client soit livré une seule et même boîte avec tous les produits qu'il commandait. Quand on fait ses courses, on n'a pas envie de recevoir 20 boîtes différentes parce qu'on achète très souvent 20 produits différents. Dans le cas de Casidomi, eh bien, c'est Casidomi qui va livrer les clients. Et donc, c'était en septembre 2016 que le lancement officiel s'est fait. Et donc, le catalogue a assez rapidement évolué jusqu'à la fin de l'année 2016 et a pris quelques centaines de références en plus. Cependant, le trafic était relativement bas. Pourquoi? Parce que je faisais tout toute seule, en fait, à part la logistique que j'avais décidé de sous-traiter à une entreprise externe. Mais c'était moi qui m'occupais de passer les commandes auprès des fournisseurs, de gérer le service client, de faire le marketing. C'est moi qui m'occupais du site, etc. Et quand on fait tout, tant sur l'acquisition et sur le marketing, qui était clairement mon point faible. Donc, moi, j'avais un petit peu l'intuition qu'en mettant le site en ligne, j'allais avoir plein de clients du jour au lendemain. Et en fait, ça fonctionne pas comme ça. Il faut construire sa notoriété. Il faut construire son référencement sur les moteurs de recherche comme Google, etc. Et puis, il faut faire parler de soi pour faire venir les clients, en fait, sur le site. Et faire ça a pris pas mal de temps parce qu'il a fallu créer des réseaux sociaux, poster sur les réseaux sociaux, envoyer des newsletters, distribuer des flyers, être présent à des événements, etc. Et tout ça a pris, je dirais, un bon 6 mois avant de commencer à vraiment porter ses fruits. Et après 6 mois, j'ai pu embaucher les deux premières personnes dans l'équipe. C'est vraiment à partir de ce moment-là que le business a commencé à évoluer, que je générais suffisamment de revenus pour aller rémunérer quelques personnes, investir un peu plus en marketing et du coup avoir un petit peu plus de clients, etc. Les produits aujourd'hui, par rapport à avant, c'est quoi? Alors en fait, au début, on proposait que de l'alimentaire. Il y avait vraiment exclusivement des produits alimentaires secs. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, on ne fait pas de produits frais. Mais petit à petit, en recevant beaucoup de feedback de la part des clients, on a rajouté certaines marques. Donc, beaucoup de nos clients sont venus nous demander d'ajouter des marques qu'ils connaissaient, d'étendre l'offre de certaines marques qui étaient déjà présentes sur le site. Et alors, la dernière source d'inspiration, eh bien, c'était directement l'équipe. Donc, nous, on s'occupait vraiment d'aller voir sur les autres sites e-commerce, dans les magasins bio, quels étaient les produits que nous n'avions pas encore. Et donc, c'est un petit peu comme ça qu'on a développé l'offre alimentaire. Et puis, au bout d'un an, on a décidé d'étendre le catalogue, d'étendre l'offre à des produits non alimentaires, donc des cosmétiques, des compléments alimentaires, des produits d'entretien, etc. Et là, on a fait un petit peu le même travail. On a eu la chance grâce au business model, donc avec ce système d'adhésion, d'avoir une vraie communauté en fait de personnes qui sont très engagées. Et à partir du moment où ces personnes sont très engagées, elles ont envie de participer à la création et presque de co-créer en fait Casidomi et son offre avec nous pour qu'elle soit justement la plus adaptée possible. Et donc nos clients ont commencé à nous recommander certaines marques de cosmétiques, on a commencé à contacter les fournisseurs et c'est comme ça que petit à petit on a supprimé par exemple très peu de produits du catalogue parce qu'on faisait systématiquement des sondages sur nos réseaux sociaux principalement pour savoir si une marque allait plaire et si on rajoutait une marque, quels étaient les produits de cette marque qu'il fallait rajouter. Alors, on entend bien le processus très dynamique et très collaboratif de votre entreprise. Est-ce que vous avez eu des moments de doute, des moments de vrai questionnement par rapport à la suite de ce projet? Alors, j'ai eu quelques moments de doute, mais au tout début. Donc ça s'est vraiment fait les premiers mois et depuis, j'en ai plus eu. Et les premiers mois, comme je l'expliquais, c'était vraiment difficile parce que je travaillais nuit et jour, week-end, etc. sur le projet et j'avais de temps en temps une commande sur la journée, mais c'était rare et c'était pas tous les jours. Donc voilà, en fait, le travail que je consacrais au projet portait pas nécessairement ses fruits et ça a pris je dirais 2-3 mois et pendant 2-3 mois c'était vraiment très très calme et puis j'ai eu quelques discussions justement avec d'autres entrepreneurs qui m'ont dit en fait Emna il faut que tu te donnes les moyens, il faut que tu ailles à fond, il faut que tu commences à investir un petit peu plus en marketing parce que les choses ne vont pas venir d'elles-mêmes et tu peux passer tout le temps que tu veux à construire un super site et avoir un super catalogue. Si tu travailles pas sur ton marketing et ton acquisition, ben, il y a personne pour voir tout ce que tu fais derrière. J'avais pas spécialement l'habitude d'aller faire des jolies photos, d'aller poster des sympathiques textes sur Facebook ou sur Instagram, de faire des belles newsletters, mais c'était indispensable pour acquérir les premiers clients. Et ça, je l'ai compris au bout de quelques mois et c'est vraiment le jour où j'ai commencé à travailler sur la notoriété et l'acquisition
les efforts en fait ont commencé à payer. Comment vous vous entourez? Comment vous choisissez vos collaborateurs? D'abord, est-ce que vous les appelez collaborateurs? Oui, on les Ouais. appelle, on a un petit jargon en interne et les employés dans l'équipe sont appelés les quasi-mises. On peut peut-être Voilà, préciser pourquoi quasi-domi déjà, on l'a pas fait. ça vient du latin quasi demi, donc comme chez soi. Et la volonté justement que j'avais, c'était de faire en sorte que le client puisse faire ses courses les yeux fermés, n'ait pas besoin justement d'aller regarder les différentes étiquettes, etc. et se sente comme à la maison. D'accord, alors revenons sur les qualités de vos collaborateurs. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Comment vous les recrutez? Racontez-nous un peu la relation que vous entretenez avec eux. Alors en fait, nous c'est assez simple, on a défini nos valeurs dans la boîte et on recrute sur base de ces valeurs et on veut qu'il y ait un fit pour chaque nouvelle recrue, on veut qu'il y ait un fit avec ces valeurs. Donc les valeurs de Quasi-Demi, ça va être la santé, donc on veut des personnes qui soient branchées de santé, qui s'y intéressent, qui soient dans le concept, etc. On veut des personnes qui sont fun, donc il y a une ambiance qui est très sympa, jeune, dynamique, etc. Donc on veut des gens qui soient aussi en lien avec tout ça. Une des autres valeurs, c'est l'innovation. Donc on pousse très très fort en permanence le challenge du statu quo, les gens à avoir de la créativité, etc. Donc pendant les processus d'interview, on va typiquement tester en fait la créativité des personnes et le côté entrepreneur des candidats. Et ensuite, nous avons également une des valeurs, c'est orienter résultat. Donc, on veut des personnes qui savent prioriser correctement leurs tâches, qui veulent délivrer de l'impact et donc qui vont vraiment essayer de prioriser les tâches qui ont le plus d'impact pour l'entreprise. Et donc, forcément, ce sont aussi des choses qu'on peut facilement tester. Je vais vous provoquer fun, jeune. Ça veut dire que quand on est plus âgé, on n'est forcément pas très drôle? Non, pas du tout, pas du tout. Et on a des personnes qui sont d'ailleurs Quel âge? plus, Quel âge? plus Quel âge? Ça âgées. m'intéresse. Alors les vieux chez vous ont quel âge? Ça va jusqu'à 48, 50 ans, donc c'est assez varié. C'est vraiment on a de tout type d'âge, mais c'est plus dans la dynamique en fait. C'est une dynamique assez jeune dans la mentalité, je dirais. Toute l'équipe fait régulièrement ensemble des activités sportives, on participe à des courses ensemble, on fait des team building sportifs. C'est plus dans le mindset et dans la dynamique que dans l'âge à proprement parler. Comment vous voyez dans 10 ans ou même dans 5 ans, puisque chez vous ça va très 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 vite? Déjà, mon rôle évolue de plus en plus, et ça, c'est lié à l'entreprise qui grandit, mais il évolue de plus en plus du rôle de l'entrepreneur et celui du manager. Et je réalise que les deux me passionnent tout autant. L'entrepreneuriat, c'est très chouette parce que ça nécessite beaucoup de créativité, on met les mains dans le cambouis et on développe tout de zéro, etc. Là où le manager, eh bien, il doit aller donner du feedback, du support à son équipe, les coacher, leur donner de la vision, etc. Et aujourd'hui, mon temps, je pense que 80% devient du management et 20% est encore de l'entrepreneuriat. Et j'ai envie de conserver ça parce que j'ai envie de rester la personne qui justement a cette possibilité d'aller encore créer, venir avec des nouvelles idées, etc., qui est une partie que j'aime beaucoup. Ça pourrait être quoi la fusée, enfin l'étage supplémentaire à cette fusée? On entend bien qu'il y a un super socle, hein, qui est celui effectivement de toute votre connaissance et ça vous a permis de gagner un temps fou. Et puis ensuite, la deuxième étage, ça a été la création de cette entreprise. Mais je sais pas, dans vos rêves plus fous, vous voyez un autre étage? Encore beaucoup de portes qui sont ouvertes, par exemple, la possibilité d'aller vendre des produits frais, la possibilité d'aller ouvrir des magasins physiques, etc. Donc, il y a encore énormément de gros projets. Il y en a des plus gros d'ailleurs, et il y en a des plus petits qui peuvent encore être mis en place. Donc, c'est une société qui a encore vraiment beaucoup de potentiel et dans laquelle on peut encore partir dans pas mal de directions différentes. Alors, parlons un petit peu de la concurrence, parce que vous n'êtes pas tout seul, tout seul sur ce marché. Comment vous vous situez par rapport aux autres? Qu'est-ce que vous diriez? Nous, on veut vraiment se positionner comme un acteur sain et innovant. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai la conviction que le marché du bio va être un marché qui bientôt sera le marché qui l'emportera sur toute la chaîne de distribution. Donc, ça m'étonnerait pas que d'ici quelques années, on ne retrouve que des produits bio dans les supermarchés, etc. Donc, la partie bio risque de ne plus être un avantage concurrentiel dans le futur parce que ça deviendra la norme. Là où je pense qu'il y a vraiment quelque chose à développer, c'est cette partie santé, en fait.
C'est aujourd'hui, il y a encore énormément de produits dans peu importe des boutiques bio d'ailleurs ou des supermarchés traditionnels. Il y a encore énormément de produits qui ne devraient pas être vendus parce que ils sont pas bons pour la peau, pas bons pour le corps, pas bons pour la consommation. Et donc nous, on veut vraiment se positionner là-dessus et on veut continuer à éduquer en fait les consommateurs à consommer plus sainement, à consommer de manière plus consciencieuse. Et donc, c'est vraiment sur ce segment-là qu'on veut se positionner. Et on ne prétend pas que demain, Casidomi va conquérir tout le marché français. Non, on va continuer à livrer une niche, entre guillemets, qui sera celle qui sera intéressée par ce type de produit, qui aura envie de vivre mieux dans ses baskets, qui aura envie de vivre plus sainement, etc. Et pas juste la masse qui veut consommer des produits bio. Alors, vivre plus sainement, est-ce que ça veut dire aussi moins travailler? Mais oui, je pense très clairement. Vous y arrivez, vous? Vous y arrivez, vous? Parce que je pense que le travail vous occupe beaucoup quand même. Le travail m'occupe beaucoup, mais ça ne me pèse pas du tout. Donc, je vois pas le travail comme pourraient le voir beaucoup de personnes, comme une charge. Même si, bien sûr, c'est évidemment super important de déconnecter et de pouvoir faire d'autres choses. Moi, typiquement, je m'évade beaucoup dans les bouquins et dans le sport et je pense que c'est quelque chose qui est super important. J'ai les meilleures idées quand je suis ailleurs qu'au travail. Donc, c'est quand je suis en vacances ou quand je suis en train de faire un petit jogging et ce genre de choses parce que l'esprit s'évade plus et on n'a plus le nez dans le guidon, en fait. Ça, vous y arrivez, très honnêtement, à décrocher? J'y arrive, ouais. Ouais, j'y arrive. Ça dépend il y a des périodes qui sont plus intenses que d'autres. Là, par exemple, le confinement, c'était une période super intense pour nous parce que beaucoup de personnes se sont tournées vers l'e-commerce. Et donc, j'ai fait presque 2 mois et demi, en fait, sans prendre un seul week-end et en travaillant comme une malade tard le soir, les week-ends, etc. Mais ça m'a pas pesé. C'était excitant de voir la boîte grandir. C'était excitant de me dire aussi que grâce à Casidomi et à son équipe, beaucoup de gens ne devaient plus se déplacer, ne devaient plus courir de risques à l'extérieur parce qu'ils se faisaient livrer directement chez eux. Donc, ça a été une période. J'aurais pas pu le faire sur une très très longue durée parce qu'à un moment, mais il faut pouvoir prendre du temps pour soi. Mais ça a été un bon marathon. J'ai 2 questions encore et puis après, je vous laisse à vos activités nombreuses, variées et créatives. Votre dernier livre ou le livre que vous lisez en ce moment, ça nous donne une petite idée quand même de la teneur de vos lectures. Vous avez un titre en tête? Alors un livre que c'est pas le dernier, c'est pas celui que je suis en train de lire pour le moment, mais c'est celui qui m'a récemment le plus marqué. Ça s'appelle Delivering Happiness, donc délivrer du bonheur. Et c'est Tony Aish qui a écrit ce bouquin, qui est en fait un des fondateurs de Zappos. Zappos, c'est le Zalando aux États-Unis. Et l'auteur, en fait, passe beaucoup de temps à expliquer l'importance d'avoir une culture d'entreprise, l'importance pour l'entreprise d'avoir des valeurs fortes et de les communiquer, de les répandre au sein de l'entreprise. Et surtout, l'importance, en fait, d'être heureux plutôt que je dirais, d'avoir un bonheur faux via des apports financiers, etc. Et donc, avant tout, il faut être heureux dans son travail, construire un travail qu'on aime. Et c'est ça qui fera que la vie sera la plus belle et la plus pérenne et non pas la richesse financière. Donc ça, c'est un livre pour vous détendre. Je tiens à le préciser, Emna. Vous êtes quand même un phénomène. Vous en avez conscience ou pas? On me le dit souvent. On vous le dit. Qu'est-ce que ça vous fait de l'entendre? Mais ça me fait plutôt plaisir parce que je me dis que voilà, je me différencie un petit peu. Je pense que en tant qu'entrepreneur, être un peu spécial, c'est toujours chouette à entendre. Donc je le vois plus comme quelque chose de positif et presque un compliment qu'autre chose. Dernière question, Emna, puis encore une fois, je vous laisse à vos activités. Vous êtes issue d'une fratrie, hein, trois filles, vous m'avez dit. Est-ce que Ouais. vous-même vous projetez un jour, je ne sais pas d'ailleurs si c'est peut-être déjà le cas, comme mère de famille ou pas? Et si oui, c'est quoi votre idéal? Alors oui, je me projette, j'ai envie de construire une famille. J'ai pas encore d'enfants, mais clairement, j'aimerais bien créer une famille. J'aimerais bien inculquer les mêmes valeurs que moi qu'on m'a transmises par rapport à justement la santé, l'entrepreneuriat, etc. J'aimerais bien pousser mes enfants à être heureux, épanouis au travail, à faire ce qu'ils aiment, à oser aussi, parce que
j'ai pas envie d'être la personne qui met des barrières. J'ai envie d'écouter quels seront leurs choix et de les encourager, peu importe les choix qu'ils prendront. Encore une jolie mission en perspective, avec toujours cette dimension de transmission finalement. Emna, on a été ravis de vous entendre. On a découvert l'étiquette Emna. Vous nous avez permis de réussir à mieux vous comprendre. Merci beaucoup Emna et puis bon vent surtout. Merci à vous, avec grand plaisir. À bientôt. Vous venez d'écouter un nouvel épisode des Audacieuses de Podcasters Media. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le faire savoir à vos proches. Vous pouvez aussi le dire sur les réseaux sociaux et nous mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute et applications préférées. Enfin, écoutez-nous, réécoutez-nous et donnez-nous de vos nouvelles sur notre site www.podcastersmedia.com, onglet Contact. À très vite.